Avec nous ce soir, Nathalie Goulet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice de l'Orne et présidente de la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes. À vos côtés, Bruno Kettel. Bonsoir. Bonsoir. Député La République En Marche de l'Eure. Laurent Jacobelli. Bonsoir. Bonsoir. Délégué national du Rassemblement national. Et Bruno Jeudi, bien sûr. Bonsoir, Bruno. On a vu que le gouvernement très vite a pris la main sur cette opération, que la ministre de la Justice était très présente, parce qu'au-delà évidemment de l'aspect factuel, c'est un problème politique particulièrement sensible. Oui, le gouvernement n'a pas traîné, tout de suite a pris la mesure avec les signaux que représentait cette affaire, détenus radicalisés dans une prison particulièrement sensible. On est pile poil un an après un mouvement de grande ampleur dans les prisons françaises, survenu justement parce que déjà il y a eu plusieurs agressions consécutives et notamment de la part de détenus radicalisés. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une cocotte minute aujourd'hui, on le sait. Les parlementaires ici présents, dont Madame Goulet qui connaît bien ces dossiers-là, savent que c'est vraiment très sensible la question des détenus radicalisés, et les surveillants de prison aujourd'hui en ont vraiment ras-le-bol. Ils manifestent pour des questions de moyens sur ce dossier. Alors le gouvernement en a donné l'année dernière sous la pression de leur mouvement, mais on voit bien que le gouvernement a tout de suite pris la mesure au-delà de l'affaire qu'il fallait résoudre immédiatement. Et de l'enquête en effet, et de l'intervention du RAID. Il y a les conséquences autour de ce sujet des prisons françaises qui s'inscrit en plus dans un contexte qui est l'éventuel retour de djihadistes. Et ça, évidemment, c'est une question qui est posée directement au pouvoir actuel. Posons tout de suite les questions qui fâchent, les questions dérangeantes. Les couteaux. Comment ces couteaux ont-ils pu rentrer dans cette prison? L'unité de vie familiale est-il un endroit auquel les détenus dangereux, les plus radicalisés, doivent-ils avoir accès, Nathalie Goulet? Bon, écoutez, d'abord, l'année dernière, il y a à peu près 90 000 objets qui ont été trouvés dans les prisons françaises qui n'auraient pas dû s'y trouver. En plus, vous avez une créativité des détenus pour fabriquer des armes par destination. Et le directeur de la prison de Condé le sait mieux que personne. Je la visite assez souvent et il nous montre toujours ce qu'il trouve dans les cellules. Et c'est vraiment très impressionnant la façon dont les détenus peuvent créer des armes. Alors, l'unité de vie, est-ce que vous pouvez laisser des gens enfermés tout le temps? Est-ce que vous n'allez pas les transformer en chiens fous de façon encore plus dramatique? La France a été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour ces questions. Et ça pose évidemment un problème d'équilibre, mais il devrait y avoir une législation qui permette d'adapter ce type de procédure aux détenus les plus dangereux, et je pense que c'est ce à quoi on doit aboutir. Et les couteaux? Alors, on dit que ce sont peut-être des couteaux en céramique qui ne sont pas détectables. Ils ne sont pas détectables? Oui, bien sûr. Ils ne sont pas détectables. Mais si vous voulez, quand on lime une cuillère, et non pas par le côté creux, évidemment par l'autre côté, quand on prend un bout de métal, quand on prend un bout de bois, encore une fois, ça devient une arme par destination. L'huile bouillante d'une friteuse, ça devient une arme par destination. Je veux dire, tout ça fait partie du rituel parce que les détenus ont le droit de faire de la cuisine dans leurs cellules. C'est une décision européenne, c'est une décision de façon de traiter. C'est vrai qu'il y a des couteaux, y compris dans ces cuisines, en effet, d'unité de vie familiale, des couteaux, presque des couteaux de boucher. Je comprends que les surveillants soient un peu inquiets. Alors évidemment, non seulement ils sont inquiets, mais ils considèrent que souvent les détenus attirent plus l'attention et les préoccupations des uns et des autres plutôt que la sécurité et leur propre sécurité qui est aussi par ailleurs la nôtre. Laurent Jacobelli. On est arrivé à une situation complètement aberrante où on voit bien que c'est le confort des détenus qui est aujourd'hui pratiquement la priorité, au détriment de la sécurité des gardiens. Le personnel pénitentiaire est la première victime de tout cela. Il y a 12 agressions par jour de surveillants de prison. C'est quand même un chiffre incroyable. Et l'attitude de Madame Belloubet en est l'exacte preuve. Les deux actions de Madame Belloubet pour la prison, qu'est-ce que ça a été? Faire en sorte de s'assurer que les prisonniers pourraient voter aux prochaines élections, premièrement. Deuxièmement, s'assurer que le grand débat, le fameux grand débat, aurait bien lieu aussi en prison. Mais les vraies mesures, les mesures fondamentales ne sont pas prises. Et les gardiens de prison alertent depuis des années les autorités. Et d'ailleurs, c'était vrai aussi des gouvernements précédents, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, on ne fouille pas systématiquement les visiteurs en prison.
Ça paraît aberrant, ça paraît incroyable. Vous le disiez, il y a 90 000 objets, dont 40 000 portables qui passent chaque année, des couteaux, de la drogue. Il y a un vrai trafic de drogue en prison. On ne fouille pas les gens parce que l'Union européenne a dit non, ça ne se fait pas. Or, malheureusement, on voit bien que ça serait nécessaire. Les terroristes, les djihadistes, très dangereux, ne sont pas isolés du reste de la population carcérale. Or, on voit bien que la prison est devenue une vraie école du djihadisme et de l'islamisme radical. Là aussi, les mesures doivent être prises. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait par laxisme, rien n'est fait parce que, effectivement, l'Union européenne nous empêche de faire un certain nombre de choses. Mais surtout, c'est terrifiant. Quand M. Castaner se dit prêt à recevoir des djihadistes français, entre guillemets, de Syrie, et quand on voit comment Mme Belloubet est incapable de gérer la situation. On parlera du retour des djihadistes tout à l'heure, mais restons sur la prison. Pardon, mais Bruno Kettel, est-ce que, en effet, il faut serrer les boulons, il y a un problème Il y a un sujet. Le sujet, il est celui de la radicalisation, essentiellement, et ensuite la question plus large de la pénitentiaire. Elle est prise en compte, mais le fossé est tellement énorme qu'il faudra du temps, qu'il faut énormément de moyens, et qu'il faut aussi qu'il y ait un changement de culture lié à cette tendance un peu droit de l'homiste, qui consiste à considérer que la personne humaine du détenu doit être privilégiée dans ses droits initiaux, alors que les gardiens de prison qui font un travail extraordinairement difficile, eux sont dans l'attente de mesures concrètes qui ont eu lieu l'an dernier au moment du conflit qui a été rappelé tout à l'heure par Bruno Jeudi, mais qui doivent être déployés. C'est aussi le sens de la loi que nous avons votée, 25% d'augmentation de crédit sur 5 ans. On peut toujours dire que c'est insuffisant, mais la marche est haute. Et il y a aussi, je crois, sur le fond du fond, s'agissant de la radicalisation en prison, peut-être le besoin de rentrer dans l'application rapide des dispositions adaptées sur la spécialisation des lieux de détention. Nathalie Goulet. Bon, je pense qu'on n'a pas de baguette magique sur la question. D'abord, il faut aussi vous avez vu Monsieur Keppel il y a quelques minutes. Vous savez très bien que la radicalisation en prison a préexisté Daesh et de loin. C'est un sujet que notamment Farhad Koskakova a décrit depuis 20 ans. Et donc vous avez là une cocotte minute qui ne demande qu'à exploser. C'est exactement ce qui se passe. Donc la radicalisation en prison et enfin dans les lieux privatifs de liberté plus généralement est un véritable sujet qui a préexisté Daesh. Donc Daesh est venu surajouter. Et moi, j'ai quand même tendance à penser que tout le système qui consiste à essayer de lutter contre la radicalisation, en tous les cas en prison, est pas du tout au niveau. Il faut rendre hommage à des gens comme Mourad Benchelali qui font du travail, mais c'est une goutte d'eau dans un océan. Et franchement, c'est extrêmement difficile pour les gens qui travaillent sur cette lutte contre la radicalisation. Attendez, il n'y a pas de recette miracle, vous dites très bien, oui. Pas de baguette magique. Non. Mais il y a des solutions ou honnêtement, cette histoire est insoluble. Non, mais il y a des problèmes de sécurité. Ceux-là, on peut les résoudre par la loi, par le règlement, par plus de formation des gardiens et du personnel pénitentiaire, plus de protection aussi. Et puis, on n'a pas arrêté une jurisprudence de savoir exactement si on mettait ces détenus séparément ou si on les mettait pas séparément. Vous voyez bien que les quartiers d'évaluation de radicalisation, ça sert à quoi ça ? Pour l'instant, on n'a pas les retours des évaluations. Ce serait bien qu'on les ait. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Non. Ce sont quelques dizaines de détenus. Non, mais le sujet est suffisamment grave. Justement, il faut prendre de vraies mesures. Pour qu'on en parle sereinement et qu'on ne soit pas dans la caricature outrancière. Moi, je crois qu'il faut se donner les moyens d'être dans l'investigation individu par individu pour évaluer justement, entre guillemets, le risque et prendre les mesures adaptées. Là-dessus, pardon de vous couper, combien de radicalisés en prison ? 500. 1200. Enfin, c'est 500 et 1200... 500 sont accusés, sont liés à des entreprises terroristes, mais il y a 1200 radicalisés en prison. Madame Goulet, vous êtes d'accord avec ce chiffre ou pas ? Il y en a probablement plus. Oui. C'est un chiffre officiel. Vous dites probablement plus de 1200 ? Il y a un problème parce qu'il y a ceux qui sont rentrés en prison déjà sous un label de radicalisation. Il y a ceux qui le deviennent. Et ceux qui le deviennent en prison, y compris ceux qui se convertissent en prison. Donc à mon avis, c'est... Donc, Monsieur Kettel, comment vous faites du cas par cas ? Mais il faut 1500. Non, mais chaque personne emprisonnée est quand même identifiée. Et il y a des moyens quand même qui permettent de faire un suivi. Mais maintenant, moi, vous savez, j'ai fait mon rapport parlementaire budgétaire cette année sur la laïcité dans les lieux de privation des libertés. L'aumônerie musulmane est celle qui a le moins de moyens, paradoxalement. Bien sûr. Et celle pour lesquelles les intervenants sont les moins qualifiés, sont les moins contrôlés. Il y a le moins d'obligations diplômantes
etc., etc. Non, mais après, on peut interdire l'exercice de... Non, mais il y avait un attendez, retard considérable dans la matière. C'est énorme, c'est énorme. Autant j'ai entendu le début de votre discours qui reconnaissait le problème et qui disait qu'il fallait agir avec fermeté, autant je comprends moins ce que vous êtes en train de nous dire. On est en train de parler là pratiquement d'enquête individuelle, de séances de psychologie avec les futurs radicalisés. Nous expliquer qu'il faut qu'ils se développent Non, il faut être maintenant très clair. Il y a dans les prisons des cellules de radicalisation. On parlait de Daesh. Il faut maintenant prendre des mesures de bon sens. Tout radicalisé dangereux, toute personne liée à une entreprise terroriste ayant la double nationalité doit être d'abord déchue de la nationalité française. Deuxièmement, renvoyée chez elle pour qu'elle ne contamine pas les autres co-détenus. Donc des mesures existent, elles ne sont pas prises. Et vous posiez la question tout à l'heure, Bruce Toussaint, oui, il faut les isoler des autres détenus. Parce qu'on voit bien... Donc du coup, si je comprends bien, la prison, dans ce cadre-là, selon vous, n'est plus un lieu de réinsertion. Mais bien sûr que non, on le voit bien. Aujourd'hui, c'est une formation accélérée. Donc ils sont dans cette prison. C'est une formation accélérée. Sans aucun espoir d'en sortir, d'être... Ils purgeront leur peine. Ils en sortiront après leur peine. Pour ceux qui sont français, pour les autres, ils devront repartir. Mais en tout cas, de là à avoir des unités de vie où quelqu'un qui a tué un homme de 89 ans, après l'avoir torturé, radicalisé pour appel au terrorisme, qu'il reçoive pendant 3 jours sa petite amie dans une unité de vie, oui, c'est tout à fait intolérable. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre débat. À tout de suite. Alors Bruno Jeudi, évidemment, au-delà du choc de cet acte terroriste commis ce matin, voilà qui relance une double polémique. À la fois la polémique sur les prisons, qui seraient des foyers de radicalisés, et sur le retour annoncé de combien 150, 180 djihadistes français. Il y a d'ailleurs jamais, à part Christophe Castaner, à un moment qui avait évoqué quelques chiffres, ça n'a jamais été confirmé réellement le nombre possible, mais en réalité personne ne sait vraiment. Personne ne sait vraiment. Voilà un sujet d'ailleurs même dans quel délai ça peut arriver. Mais c'est devant nous, on va dire. La perspective existe. On ne sait pas quand. Mais le sujet évidemment ressurgit, d'autant plus que là aujourd'hui il y a eu cette attaque dans une prison qui fait partie de ces établissements qui peuvent accueillir ce type de détenus très particuliers. J'ajoute que le procureur, dans ce qu'il a dit, a rappelé le précédent avec le dernier terroriste qui agit sur le territoire Tchékat à Strasbourg, que il semble que le détenu aujourd'hui qui agit a croisé Tchékat en prison pendant un certain temps, ce qui pose la question aussi de la cohabitation possible entre des détenus présumés extrêmement dangereux ou en voie de radicalisation. Donc on a les deux problèmes qui se posent aujourd'hui. Et c'est un véritable défi pour tout pouvoir, singulièrement pour un pays comme la France, qui a été très exposé aux questions de terrorisme et qui va l'être avec le retour des djihadistes, parce qu'à un moment ou à un autre, ça arrivera. Bruno Kettel, c'est pour vous, hein, c'est pour la majorité, c'est pour votre gouvernement. Oui, c'est pour tout le monde. C'est pour le pays. C'est pour tout le monde. Oui, bien sûr. Vous avez raison. Oui, mais bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez devoir prendre des initiatives, prendre des décisions. Vous allez avoir cette responsabilité. C'est la responsabilité, effectivement, de la France de gérer ce sujet. Et le président de la République a été très clair dans son expression, consistant à dire que les personnes interpellées sur des lieux de théâtre de guerre devaient en priorité être jugées et incarcérées le cas échéant, ce qui va être le cas en Irak, sur les lieux de commission des faits. Ça, c'est un premier point. Donc, je crois qu'il faut éviter, si je puis me permettre, de jeter comme ça à celles et ceux qui nous regardent une information qui consisterait à dire on sait qu'ils vont rentrer, on sait pas trop quand, ça peut être demain, ça peut être la semaine prochaine. C'est pas exactement ça. Hein. C'est M. Castaner qui le dit. Non, mais on le sait. On sait que c'est pas exactement comme cela que ça va se passer. Et je crois qu'il faut être très très vigilant dans l'expression pour ne pas créer à la fois une polémique. Mais ça, c'est le jeu démocratique et médiatique, mais aussi une forme de peur qui viendrait à se propager. On n'est pas là-dedans. Est-ce que les terroristes français, entre guillemets, qui sont aujourd'hui en Syrie, pas en Irak, sont amenés à rentrer, oui ou non?
est-ce que les terroristes qui sont aujourd'hui en Syrie, en Irak, seront en priorité gérés sur place? Je vous parle de la Syrie. Oui, en Syrie, seront en priorité gérés par les autorités locales. Monsieur Castaner, donc ministre de l'Intérieur, dit l'inverse. Non. Il dit qu'ils seront jugés en Syrie. Non, il a dit non. En Irak. Nathalie Goulet, quel est votre sentiment sur ça? Parce que vraiment, c'est vrai que les deux sujets, on le disait à l'instant avec Bruno Jeudi, ce télescope, ce qui s'est passé ce matin nous inquiète encore plus sur cet éventuel retour. Alors écoutez, moi de toute façon j'ai déclaré plusieurs fois la semaine dernière, parce que c'était un des sujets que c'est encombrant, comme dit votre collègue Mathieu Delahousse, qui a trouvé un mot qui convient très bien. Hein. C'est pas des revenants, c'est des encombrants. Moi, je considère qu'ils ne sont pas les bienvenus sur le territoire, précisément parce que le système carcéral est à bout de souffle et parce que le système pénitentiaire est enfin le même et que le système judiciaire est aussi à bout de souffle. Et que donc, on ne peut pas introduire des éléments qui vont perturber le système qui déjà ne fonctionne pas si bien. Donc moi, je suis vraiment pour qu'ils soient jugés sur les théâtres d'opération, ne serait-ce que pour leurs victimes. Je voudrais juste revenir sur un point. D'abord, on est un système de droit. Ça plaît pas, mais c'est comme ça. On a l'individualisation des peines. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que la question de l'évaluation qui a été soulevée par mon collègue est d'autant plus importante qu'il faut qu'on puisse évaluer la dangerosité des gens. C'est pas un gadget, l'évaluation. Et les quartiers d'évaluation, pour peu que ça fonctionne et qu'on fasse bien le travail, c'est aussi très important de pouvoir évaluer la dangerosité. Et puis, je voudrais aussi rappeler que lorsqu'il y a eu les attentats, quand il y a eu toute cette vague entre Charlie, le Bataclan et Nice, etc., la majorité et l'opposition ont été absolument unanime pour voter notamment les textes de Bernard Cazeneuve, et de ce point de vue-là, l'unité nationale a extrêmement fonctionné. Sur ce sujet précisément, les quartiers d'évaluation, oui. Je voudrais qu'on écoute ensemble un très court extrait de David Calogine, secrétaire général adjoint du syndicat UFAP UNSA Justice, qui était notre invité tout à l'heure. On est en manque cruel de moyens humains, matériels, de structures aussi. Les quartiers d'évaluation de radicalisation. C'est une vaste fumisterie. Comment ça écoutez, vous avez des quartiers d'évaluation. Vous en avez 4. Vous en avez à Vendin, à Fresnes, à Fleury et à Auny. Ça concerne quelques dizaines seulement de 12 places, détenus. 12 places voilà, maximum pour une uniformisation qui est inexistante. Ils ont des modes de fonctionnement qui ne sont pas adaptés et qui ne sont pas égales sur les 4 structures. On a 4 structures qui sont au milieu pratiquement de la détention. Vous allez à Fresnes, le quartier d'évaluation de la radicalisation est dans un quartier de droit commun, où ils ont des vis-à-vis, c'est des délinquants, c'est la population générale, si vous voulez. Et ça, c'est pas possible. Laurent Jacobelli. Mais je crois que ce syndicaliste a tout dit. Pendant que vous évaluez, on continue en prison et ailleurs d'ailleurs à donner des coups de couteau, à agresser, à tuer au cri d'Allah Akbar. Vous parliez tout à l'heure du retour des djihadistes. Monsieur Castaner, excusez-moi, mais il a été très clair. Il a dit ils sont d'abord français avant d'être des djihadistes. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'ils ne sont plus français. Ils ne sont plus français. Il l'a appelé de ses voeux, il l'a dit. Ils ne sont plus français. À partir du moment où ils ont brûlé leur passeport, à partir du moment où ils sont allés en Syrie ou en Irak pour déclarer la guerre à nos valeurs, à ce que nous sommes, et même à la France, plus jamais, sous aucune condition, ils ne doivent revenir en France. Pourquoi la France n'aurait-elle pas le droit de renvoyer chez eux des binationaux accusés de terrorisme, puisque la Cour européenne des droits de l'homme nous l'interdit notamment, ils nous interdisent de les renvoyer notamment en Algérie. C'est pour ça d'ailleurs que M. Castaner héberge un terroriste à Aurillac dans un hôtel. Et en revanche, on devrait reprendre tous ceux qui ont commis... Qu'est-ce qui se passe à Aurillac Alors, je vous explique. À Aurillac, dans un hôtel ? Oui, je vous explique. Il y a un terroriste accusé de complicité d'attentat qui doit être renvoyé à l'étranger. Or, la Cour européenne des droits de l'homme nous interdit de renvoyer les terroristes dans un certain nombre de pays. Et donc, il est hébergé aux frais des contribuables français dans un hôtel à Aurillac. Le maire n'était même pas au courant, c'est sorti il y a quelques jours. Donc j'expliquais qu'on n'a pas le droit de les renvoyer chez eux, mais qu'on doit les accueillir en France. Cet angélisme-là ne peut plus durer. Il y a eu trop de victimes. Mais non. Est-ce que c'est de Moi, j'ai entendu aussi dire que, au fond, il valait peut-être mieux qu'on rapatrie ces personnages peu recommandables, c'est le moins qu'on puisse dire, même franchement terroristes, pour éviter qu'ils soient dans la nature. Est-ce que ça, c'est un argument ? Pas pour moi.
Pas pour vous. C'en est un sur le principe. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils vont être entrés, on va les mettre où? On va les mettre au milieu des autres et ils vont être encore plus contagieux. Il y aura un concours l'épine du plus radicalisé parce que la radicalisation va déteindre et il y aura un problème. Moi, je voudrais juste revenir, si vous le permettez, une seconde sur l'évaluation. Les quartiers fonctionnent pas. Il y a un rapport du Sénat sur le fiasco de la déradicalisation. On n'a pas trouvé les outils. C'est pas pour ça qu'il faut pas essayer de chercher des évaluations. C'est pas parce qu'on essaye d'évaluer sur certains qu'on a un aveuglement sur le reste. On ne sait pas traiter le problème. Le problème, je sais qu'il y a une urgence. Je m'en occupe depuis avant Charlie. J'ai demandé une commission d'enquête au Sénat en juin 2014. Est-ce que les choses ont évolué? Les choses ont beaucoup évolué. Mais bien sûr. Écoutez, les choses ont beaucoup évolué. Nos services travaillent formidablement. Il faut rendre hommage à nos forces de police. Il faut rendre hommage aux services. Et aux services pénitentiaires aussi. C'est très important. Il y a eu 1 milliard de dépensés entre Charlie et le Bataclan. Enfin, on a beaucoup travaillé. On a voté des textes. On a travaillé sur la sécurité, sur l'Europe. Moi, j'avais une idée qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pensais qu'il fallait essayer d'avoir, en tous les cas, un tribunal pénal international pour juger de ces djihadistes. Les Anglais ont le même problème, les Allemands ont le même problème, les Espagnols ont le même problème, les Belges ont le même problème, les Britanniques, Brexit ou pas Brexit, ont des problèmes. On est tous confrontés à la même situation pour laquelle on n'était absolument pas préparés. Et c'est en raison de cette imprévision qu'on a ce type de choses. Il faut être extrêmement ferme et tolérance zéro avec la radicalisation, mais il se trouve que les outils, il faut le temps de les créer. La formation, il faut le temps de le faire. Donc, on est très vigilant, il n'y a pas de naïveté, en tous les cas, je l'espère, et l'évaluation est un vrai sujet. Bruno Kettel. Oui, moi je regrette un peu, parce que le sujet est suffisamment grave. Il ne peut pas y avoir de consensus sur ce sujet. Justement, je regrette un peu l'outrance de certains propos, parce que je pense qu'il devrait y avoir... Non, c'est votre réalité dans le monde dans lequel vous vivez, dans le monde imaginaire dans lequel vous vivez. C'est notre monde à tous, monsieur. Non, votre monde à vous est particulier. 255 victimes. Non, mais votre monde à vous, je vous le laisse. Maintenant, je crois sincèrement qu'il faut, oui, travailler tous ensemble sur un sujet comme celui-ci. J'ai déjà dit sur ce plateau, moi, Madame Le Pen, c'est plus de 10 millions de voix au deuxième tour des présidentielles. Ces électrices et ces électeurs, ils doivent être pris en compte dans une réflexion collective sur un sujet aussi important que celui-ci. J'ai aucun état d'âme là-dessus. Maintenant, il faut travailler dans la sérénité et non pas avec ce forme de voile qui consisterait à dire que nous sommes tous... complices, parce que vous l'avez pas dit, mais je l'ai quelque part entendu, d'une situation dramatique. Aujourd'hui, c'est un attentat qui s'est produit. Il y a de la préméditation, on l'a vu. L'épouse de la personne détenue a manifestement joué un rôle pour attirer les deux gardiens dans un traquenard. Donc tout ça, c'est un drame. Un attentat. Oui, mais sans dire beaucoup sur l'état de la France, monsieur. On peut commettre aujourd'hui des attentats en prison qui devraient être des lieux extrêmement surveillés et extrêmement gardés. Ça laisse très inquiet. Il y a un malin qui peut dire aujourd'hui qu'on pourrait, en claquant dans les doigts, empêcher tout attentat sur le territoire national, y compris dans les lieux de privation des libertés. Personne n'a dit ça, mais on peut au moins mettre des mesures en place pour que ça n'arrive pas. Bruno Jeudi, est-ce que c'est une bombe à retardement, pardon pour l'expression, pour le gouvernement, en tout cas une menace politique pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron ? De toute façon, les prisons françaises sont une cocotte, à l'heure de la radicalisation, sont évidemment une cocotte minute, et j'emploie le mot à dessein puisqu'il a été souvent utilisé dans les rapports parlementaires concernant le sujet. Le terrorisme, le risque terrorisme n'a pas disparu dans ce pays, donc de toute façon ça reste un problème majeur et lancinant dans la société française, même si c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu baissé le risque terroriste par rapport à ce qu'on a pu connaître en 2015, mais ça reste de toute façon une préoccupation de tout moment. Il y a peu de temps, le Premier ministre l'évoquait comme un sujet de préoccupation de toutes les heures. C'est-à-dire que tout le temps, les gouvernements depuis 2015 ont cette menace. Et c'est pas parce que Daesh est en voie de réduction que le sujet est réglé. Ici, d'autant plus que la radicalisation ici existe. Endogène, elle existe. Et on a donné les chiffres. En prison, elle est très importante. Donc pour le pouvoir, oui, c'est vraiment un sujet compliqué. D'autant plus que il y a la question des moyens, on l'a vu, même si les moyens financiers permettent de rattraper un certain retard. Mais il y a d'autres défis qui sont posés avec effectivement le peu de recul qu'on a sur les quartiers d'évaluation de radicalisation. Mais il faut voir aussi. Et juste un point, parce que vous avez connu ça, il y a aussi eu
les échecs en matière de déradicalisation ça, de ce qui a été conduit, Ça, on a arrêté. notamment lors du quinquennat précédent. Oui, mais il faut voir d'où on part. Fiasco. Quand Charlie est arrivé, quand le Bataclan est arrivé, personne n'était préparé. Il faut former il faut des chaires, il faut travailler sur la déradicalisation. Ouais. On n'était pas du tout prêt, donc il faut le temps de former les gens. Et pendant ce temps-là, les services, notamment judiciaires et autres, n'ont pas flanché. Et s'il y a moins d'attentats aujourd'hui, c'est grâce quand même à nos services de sécurité et au renseignement. Mais est-ce qu'on est en retard? Est-ce que la France est en retard? Tout le monde est en retard. Tout le monde est en retard? Tout le monde est en retard. Parce qu'on n'a pas vu venir. Parce qu'on n'a pas vu venir, parce que le problème date de beaucoup plus longtemps, parce qu'on n'a pas écouté il y a 15 ans. Ça se greffe aussi sur une situation pénitentiaire qui était déjà quand même très Mais justement, affaiblie. c'est ce que j'ai dit en commençant tout à l'heure, la radicalisation a préexisté Daesh. Donc, si vous voulez, tout ça a fait boule de neige et évidemment, le système maintenant est extrêmement compliqué, surtout avec aussi tous les moyens d'Internet, tous les moyens qui aujourd'hui permettent de la communication et qui permettent aux gens de rester en contact, même quand ils sont en prison, parce qu'ils sont privés de liberté, mais ils ne sont pas privés d'autre chose. Donc, moi, je crois qu'on a vraiment du travail, mais qu'il ne faut pas être naïf du tout. Du tout. Ni Angélique. Non. Je pense qu'il faut écouter aussi beaucoup les gardiens de prison, tous ceux qui travaillent dans le monde pénitentiaire. Et je pense que quand on parle avec eux, on est toujours édifié. On parle de formation. Oui. Et quand vous en parlez avec eux, ils notent que ça ne vient pas, qu'il y a un retard de formation. Bien sûr. On parle d'équipement. Ils disent aussi qu'ils sont souvent peu protégés, voire pas protégés, vis-à-vis de détenus très violents. Alors parfois verbalement, c'est le moins pire des cas, et parfois physiquement, qu'ils ont une direction, et je crois que ça a été évoqué. Sur l'équipement, ils demandent des gilets par lame. C'est quand même la moindre des Justement choses. pour éviter les attaques On au couteau. protège leur vie. Parfois, pour la paix, garder une certaine forme de paix, on leur demande de se taire et de ne pas riposter à certaines attaques, notamment verbales. Moi, j'ai discuté avec des gardiens de prison qui se faisaient cracher dessus et qui n'avaient pas le droit de réponse, pas le droit de répondre. Et on est dans une telle situation que quand il y a des concours ouverts pour créer des places de gardiens de prison, car c'est vrai qu'il y a eu un effort de fait dans ce sens, malheureusement, le poste est tellement peu attrayant, les gardiens de prison se sentent tellement peu avec le tableau que soutenus vous en faites, c'est qu'il pas n'y a comme ça qu'on va augmenter le nombre de candidats. Qu'il n'y a pas de candidats. Le salaire est tellement bas. Donc on se retrouve avec des prisons où il y a des lieux de radicalisation et ça prospère, on ne peut pas le nier, où on se retrouve avec des individus de plus en plus dangereux à surveiller, et avec des gardiens de prison démoralisés, sous-payés, pas assez bien formés, qui le disent, qui protestent, mais que personne depuis... Et là encore, même le gouvernement précédent n'entend. Il faut sortir de cette situation, il faut les écouter. Nathalie Goulet, est-ce que vous diriez qu'au fond, on ne sait pas, je dis moi, ceux qui nous regardent, ceux qui ne sont pas directement concernés, n'ont aucune idée vraiment de ce qu'est une prison en France. Qu'il y a tout à l'heure Gilles Kepel qui était sur ce plateau disait c'est fou la porosité qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur, on se rend pas compte de à quel point tout ça est bien éloigné de l'idée qu'on peut s'en faire. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Écoutez, moi je visite souvent des lieux privatifs de liberté, c'est notre Et justement, rôle. est-ce que les Français connaissent réellement ce qui se passe? Je crois pas, mais je crois que c'est aussi un sujet extrêmement difficile. Et je crois que dans une période de difficultés économiques aussi, parler des prisons, de la prison républicaine, de Robert Badinter, etc., c'est quand même un enjeu. Quand vous disiez tout à l'heure, c'est inaudible. Je crois que vous aviez raison. C'est un sujet compliqué. Mais les gens sont privés de liberté, ils sont pas privés de droits civiques. Voilà, ils sont pas privés de travail. Au contraire, il faut essayer de les réinsérer par le travail. Et puis je reviens sur ce problème de l'évaluation. Le rapport de Catherine Troendlen et Esther Benbassa sur les fiascos de la déradicalisation montre qu'il y a un gros effort à faire et un gros travail à faire. Et je pense qu'il peut être fait entre plusieurs pays européens qui sont face au même problème. Bruno Kettel, vous êtes d'accord avec Effectivement, avec ça? Un minimum de coopération européenne ne nuirait pas, compte tenu de l'immensité de la difficulté qui dépasse les frontières. Tout le monde en a bien conscience. Merci beaucoup à tous les quatre. En tout cas, merci d'avoir participé ce soir à ce débat. Et évidemment, on va revenir dans quelques minutes sur cet acte terroriste qui a été commis dans cette prison.